Dans les vastes étendues brûlées par le soleil du sud de l'Arizona, l'agent fédéral Travis Delaney et son partenaire canin, un berger allemand nommé Ranger, avaient passé d'innombrables heures à patrouiller les frontières, traquant les trafiquants et les convois clandestins. Leur lien, forgé dans l'adrénaline et le danger, était devenu une chose rare, presque sacrée. Mais tout bascula un soir d'octobre, alors que le duo participait à une opération d'infiltration dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de Silver Butte. Ce qui devait être une mission de routine se transforma en carnage lorsque des coups de feu jaillirent des ombres, déchirant la fumée et la nuit. Dans la panique, l'homme et le chien furent séparés, engloutis chacun dans un tourbillon de sang et de chaos. Puis, plus rien. Pendant 3 mois entiers, aucun signe de Travis, ni de Ranger, jusqu'à ce qu'un refuge rural des environs recueille un berger allemand sévèrement blessé. Le chien ne cessait de gémir, des plaintes profondes et lancinantes, les yeux hantés, fixant toujours au-delà des barreaux, comme s'il cherchait désespérément quelqu'un. C'est le docteur Malcolm Reeve, vétérinaire installé récemment dans la région, qui remarqua le tatouage effacé sous la fourrure emmêlée, une vieille marque d'identification de la brigade canine. Ce fut en consultant le formulaire d'euthanasie prévu 48 heures plus tard que la vérité le frappa de plein fouet. Ce chien n'était pas un simple vagabond abandonné. Il portait en lui les cicatrices d'une histoire enfouie sous le silence et la peur. Ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait vu pouvaient tout changer. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Silver Butte était de ces villes oubliées du désert, que l'on traverse sans y prêter attention. Un alignement poussiéreux de bâtiments blanchis par le soleil, rongés par les ans et le vent. À l'extrémité de la ville, le refuge animalier était un petit bâtiment en bloc de béton, ceinturé par une clôture en grillage rouillé. À l'intérieur, les aboiements résonnaient sur les murs de ciment, entre les cages métalliques où s'entrechoquaient espoir et désespoir. Le docteur Reeve, 43 ans, ancien vétérinaire militaire revenu de plusieurs zones de guerre, s'était installé là pour tenter de trouver un semblant de paix. Grand, solide, l'allure toujours droite, ses mains sportaient les traces de celui qui avait soigné plus d'un compagnon blessé dans l'enfer des combats. La communauté locale respectait sa franchise, même si certains trouvaient son regard un peu trop perçant, son attitude un peu trop intense. À ses côtés travaillait depuis des années Madison Clark, employée du refuge à l'âme généreuse et au franc-parler apprécié. À 32 ans, elle avait elle-même traversé de lourdes épreuves avant de trouver sa vocation auprès des oubliés à 4 pattes. Cheveux couleur miel, attachés la plupart du temps en queue de cheval, elle portait rarement de maquillage. Ce n'était pas la priorité quand on passait ses journées à laver des cages et soigner des bêtes effrayées. Le directeur du refuge, Benjamin Krell, gérait les lieux d'une main de fer dissimulée derrière un tableur Excel. Cinquantaine sèche, lunettes fines et lèvres toujours pincées comme s'il mâchait du citron, il considérait chaque animal comme une ligne de budget, un coût à évaluer, une nuisance à écouler. L'empathie n'était pas vraiment incluse dans ses critères de décision. Et dans une ville comme Silver Butte, dont l'économie peinait à se relever depuis la fermeture du poste frontalier 3 ans plus tôt, les moyens manquaient cruellement. Officiellement, personne ne parlait des nouvelles routes empruntées par les trafiquants. Officieusement, tout le monde savait qu'un autre type de commerce avait pris le relais, faisant vivre autant qu'il menaçait cette petite communauté oubliée. C'est dans cet équilibre fragile qu'était apparu ce chien inconnu, ce berger allemand meurtri, porteur de secrets, qui allait fissurer les murs soigneusement dressés autour du silence. Le matin où le docteur Reeve se rendit au refuge de Silver Butte, le soleil était déjà accablant. Il gara son vieux pick-up devant le bâtiment. Ces visites bimensuelles, offertes gracieusement, faisaient partie de sa manière à lui de racheter des dettes invisibles, de compenser tout ce qu'il avait vu et perdu pendant son service. « Bonjour Doc », lança Madison en l'apercevant carnet en main. Son sourire, d'habitude chaleureux, semblait cette fois plus crispé. Jetant un coup d'œil nerveux derrière elle, elle baissa la voix. « Merci d'être venu si vite. On a les examens habituels. Mais il y a autre chose. Un cas particulier. » Malcolm hocha la tête. Il sentit immédiatement la tension chez elle. « Benjamin est là ? Réunion budgétaire en ville. Il ne revient pas avant cet après-midi. » Son soulagement était évident. Elle le mena vers l'aile arrière du refuge, à l'écart des autres chiens. « Benjamin ne veut personne près de celui-là. Il dit qu'il est agressif, une cause perdue.
Mais avant même d'arriver, le docteur Reeve entendit ce bruit. Un gémissement profond, presque humain, un cri d'âme qui vous glace jusqu'aux os. Pas un simple aboiement, pas un hurlement de douleur, quelque chose d'autre, quelque chose de brisé. « Ça dure depuis 3 jours ?» expliqua Madison en s'arrêtant devant une cage isolée. Il ne s'arrête que quand il est complètement épuisé. Puis ça recommence. Benjamin a prévu l'euthanasie. Demain matin, le vétérinaire s'approcha lentement. Dans l'ombre du box, un grand berger allemand était recroquevillé dans un coin, tremblant à chaque plainte. Son pelage était en lambeaux, ses flancs creusés, et des cicatrices mal refermées zébraient son corps, mais c'étaient ses yeux qui arrêtèrent net Malcolm. Ils n'étaient pas ceux d'un simple chien abandonné, ils étaient pleins d'intelligence, de peur et de perte. « Quelle est son histoire ?» demanda-t-il en s'agenouillant. Madison lui tendit la fiche d'admission. Des randonneurs l'ont trouvé effondré près des canyons, à une dizaine de kilomètres au sud, pas loin de l'endroit où ils avaient découvert ce réseau de combats clandestins l'année dernière. On pense qu'il a été utilisé là, puis abandonné quand il était trop blessé. Le chien, entendant la voix calme du vétérinaire, cessa brièvement de gémir. Malcolm murmura quelques mots apaisants. Il avait vu ça chez les soldats, comme chez les bêtes, la douleur invisible, celle que les radios ne détectaient pas, celle qui vivait dans les silences. « Il a mordu quelqu'un ?» demanda-t-il, remarquant la gamelle intacte. Madison secoua la tête. Il a claqué des dents sur Benjamin quand il a essayé de l'approcher. C'est là qu'il a signé l'ordre. Il dit qu'on ne peut pas se permettre d'adopter un chien agressif, surtout un aussi gros. Mais Reeve regarda le chien autrement. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la peur, peut-être une forme de garde. Je peux entrer ? Madison ouvrit la porte, inquiète. Faites attention. Malcolm entra lentement, chaque geste mesuré. Le berger allemand le fixait, méfiant, prêt à fuir. Salut vieux, je veux juste te regarder. À la surprise de Madison, le chien ne montra ni croc, ni hostilité. Il baissa doucement la tête, comme s'il pesait le pour et le contre. L'examen fut minutieux, mais doux. Le vétérinaire découvrit des plaies anciennes et nouvelles, des traces de ligatures aux pattes, des brûlures sur les coussinets, et surtout, ce qu'il sentit sous la fourrure sale, sur l'omoplate. En écartant les poils, il découvrit un tatouage, ancien mais bien réel. « C'est un chien de police », souffla-t-il. « Pas un simple chien de combat. » Madison porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Ça explique pourquoi Benjamin insiste autant pour qu'on le fasse disparaître sans laisser de traces. Il ne l'a même pas enregistré dans les fichiers d'admission du comté. » Le docteur Reeve poursuivit l'examen, le regard de plus en plus sombre. « Il a reçu une balle, » dit-il, en montrant une cicatrice en travers des côtes. « Juste un sillon, mais ça confirme, il a été formé, il a travaillé et quelqu'un a voulu le faire taire. » Il se redressa. « Il ne reste plus beaucoup de temps. » Madison jeta un œil à sa montre. L'euthanasie est prévue demain matin 8 heures, moins de 24 heures. Malcolm se redressa, les mâchoires serrées. « Pas si je peux l'empêcher. Ce chien est un témoin, peut-être même une preuve. Il faut savoir à qui il appartenait. Et ce qu'il a vu. » Comme s'il avait compris, le berger allemand émit un gémissement, plus doux cette fois, presque implorant. C'était le cri d'un être qui avait tout perdu et qui sentait qu'on lui volait sa dernière chance. Le soleil déclinait déjà lorsque Reeve quitta le refuge, la tête bourdonnante. Il avait convaincu Madison de le laisser revenir après la fermeture, une fois Benjamin parti. Quelque chose ne collait pas. Un chien policier ne disparaît pas sans déclencher une alerte à l'échelle nationale. Et il ne réapparaît pas mutilé, affamé, dans un coin de désert connu pour ses trafics. De retour à sa clinique, plongé dans le silence du soir, il commença à chercher. Il écuma les articles, les bases de données, les bulletins d'alerte. C'est au 3e article qu'il tomba dessus. Le titre lui coupa le souffle. Un agent fédéral et son chien, K9, portés disparus après une opération anti-drogue. Le reportage, daté de 3 mois auparavant, relatait la disparition de l'agent Travis Delaney et de son partenaire canin, un berger allemand, nommé Ranger lors d'une mission d'infiltration contre un réseau lié au cartel Camberos. Le dossier avait été classé faute de piste. Mais sur la photo d'archive, une chose ne laissait aucun doute. Sur la poitrine du chien, une tache blanche en forme de flèche. Exactement la même que sur le chien retrouvé au refuge. Ranger. Plus tard dans la soirée, Malcolm se gara discrètement à un pâté de maison du refuge. Madison l'attendait déjà près de l'entrée arrière, jetant des regards nerveux autour d'elle. « Benjamin est reparti il y a 25 minutes. J'ai dit que je devais finir la paperasse. » Ensemble, ils se faufilèrent dans les couloirs plongés dans la pénombre jusqu'au box isolé.
Le chien, désormais identifié comme Ranger, releva la tête en les voyant approcher. « J'ai amené quelque chose » et dit Malcolm en sortant une veste pliée. Une vieille veste de patrouille K9. Je l'ai récupérée par un contact. C'était un petit mensonge. Il l'avait obtenue d'un ami flic à qui il devait une faveur. Madison déverrouilla la cage, Reeve entra lentement, murmurant des mots doux. Il tendit la veste. D'abord, le chien recula méfiant. Puis, quelque chose changea dans son regard. Il s'approche lentement, reniflant le tissu avec insistance. Un gémissement lui échappa. Il appuya son museau contre la veste, inspirant profondément, les yeux mi-clos, comme s'il avait retrouvé un morceau de son passé. « C'est ça, hein ?» murmura Malcolm. « Tu cherches ton partenaire. » Comme pour confirmer, une sirène de police résonna au loin. Ranger bondit sur ses pattes, raide, alerte, dans une posture d'attente, prêt à recevoir un ordre. « C'est une posture de chien de travail », dit Reeve, impressionné. Aucun doute possible. Madison acquiesça puis blêmit en voyant des phares éclairer la façade du refuge. « Quelqu'un arrive. Benjamin ?» Il revient parfois pour vérifier que tout est dû verrouiller. Ils tentèrent de sortir discrètement, mais trop tard. Benjamin Krell les attendait dans le couloir, les bras croisés, le visage crispé de colère. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» gronda-t-il. « Je vous avais formellement interdit d'approcher ce chien. » Il se tourna vers Reeve. « Et vous n'avez aucune autorisation d'être ici. » Malcolm ne recula pas. « Ce chien n'est pas un chien errant. C'est Ranger, chien policier disparu, partenaire de l'agent Travis Delaney. Il a été torturé et abandonné, et il pourrait bien détenir des indices sur ce qui est arrivé à son maître. » Un éclair de panique passa fugitivement sur le visage de Krell. Reeve le vit. C'était subtil, une seconde à peine, mais révélateur. « Absurde !» répondit Krell en se reprenant. « Ce chien est dangereux et impropre à l'adoption. Rien de plus. » « Alors, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je prévienne la police ?» dit Reeve calmement. Ils prennent ce genre de disparition très au sérieux. Le silence qui suivit fut lourd. « Ce ne sera pas nécessaire », finit par dire Krell d'un ton sec. « Je retarde l'euthanasie de 24 heures. Pas une de plus. Maintenant, sortez tous les deux. » Sur le parking, Madison alluma nerveusement une cigarette. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il y a quelque chose de vraiment malsain. Je suis d'accord. Et j'ai besoin de toi. Il faut que tu récupères tout ce qui est arrivé avec Ranger. Collier, médaille, n'importe quoi. » Elle hésita puis acquiesça. Benjamin l'a mis dans la réserve. « Je te l'amène demain. » Cette nuit-là, Malcolm ne dormit pas. Il continua ses recherches sur la disparition de Delaney. L'enquête avait été classée d'une façon étrangement rapide. Le rapport mentionnait des éléments insuffisants, aucun témoin, aucun suspect. Pourtant, selon les documents confidentiels qu'il avait pu consulter via son contact, Delaney avait enquêté sur des liens entre le cartel Camberos et des élus locaux. Puis, subitement, silence radio. Le lendemain matin, Madison arriva à la clinique juste après l'ouverture. Elle tenait dans ses mains un petit sac en plastique. « J'ai dû attendre que Benjamin parte à une autre réunion. Voilà ce que j'ai pu récupérer. » Le sac contenait un collier tactique en lambeaux. Pas une médaille classique, mais une plaquette militaire avec un numéro de série. Reeve l'examina avec soin. C'est un matricule officiel. Il est bien enregistré comme chien de service. En retournant le collier, il remarqua autre chose. De petites entailles sur la boucle métallique. Il prit une loupe. « Ce ne sont pas des éraflures accidentelles, dit-il, ce sont des coordonnées. » Madison se pencha. « Tu crois que l'agent Delaney les a gravées avant de disparaître ? C'est possible, ou peut-être que Ranger devait être retrouvé. Un dernier message confié à celui qui avait une chance de s'en sortir. » Le sang de Malcolm se glaça. Si quelqu'un avait voulu se servir de Ranger pour envoyer un message, cela voulait dire deux choses. 1. Delaney était peut-être toujours en vie. Et 2. Quelqu'un cherchait peut-être à retrouver le chien pour effacer définitivement ce message. Il faut sortir ce chien de là. Maintenant, pas demain. Madison fronça les sourcils. Benjamin ne le lâchera jamais. Surtout après ce qu'on a fait hier soir. Reeve hocha la tête. Alors on ne va pas lui demander la permission. J'ai un plan, mais il nous faudra un coup de main. Et ça va mettre nos emplois en danger. Tu es partante ? Elle n'hésita pas une seconde. Ce chien est la seule piste sur ce qui est arrivé à l'agent Delaney. Je suis avec toi. Tout se mit en place avec la rapidité d'une opération militaire. Le docteur Reeve contacta un ancien camarade d'unité, Frank Keller, aujourd'hui agent de contrôle animalier dans le comté voisin. À midi, le fourgon de Frank se gara discrètement derrière la clinique vétérinaire. À l'intérieur, des documents officiels, ou du moins, qui en avaient l'air, reposaient sur le tableau de bord. Comme à Kandahar,
lança Frank avec un sourire sec en tamponnant un faux ordre de saisie animale sur papier en tête du comté. Sauf qu'au lieu d'insurger, on affronte un directeur obsédé par ses budgets. Merci pour ça, répondit Reeve en vérifiant les papiers. Je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas essentiel. Frank hocha la tête, plus sérieux. Tu m'as dit qu'il s'agissait d'un chien policier et qu'un agent manquait à l'appel. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Pendant que Malcolm peaufinait leur plan, Madison avait pour mission de distraire Benjamin. Elle programme une réunion sur des alternatives alimentaires économiques qu'elle savait pouvoir captiver le directeur pendant un bon moment. Le plan était simple. Frank arriverait officiellement, présenterait l'ordre de saisie affirmant que le chien était requis dans une enquête intercontale, puis l'emmènerait dans son véhicule avant que Benjamin ait le temps de vérifier l'authenticité du document. À 13h45 précise, Madison appela « Il est dans son bureau ». Feu vert. Frank franchit les grilles du refuge avec l'assurance d'un fonctionnaire en mission. Malcolm, lui, attendait dans son pick-up garé un peu plus loin, les mains crispées sur le volant. Chaque minute semblait durer une éternité. 10 minutes plus tard, le véhicule de Frank ressortit, une cage visible à l'arrière. Malcolm suivit à distance, soulagé. Une fois de retour à la clinique, ils déchargèrent précautionneusement le chien. À la lumière crue de la salle d'examen, Ranger paraissait encore plus abîmé. Sa musculature, autrefois imposante, s'était atrophiée. Des fractures mal ressoudées se devinaient sous la peau. Ses coussinets étaient marqués de brûlures, ses flancs zébrés de cicatrices. On a voulu le briser, murmura Malcolm en nettoyant une plaie ancienne. Le reprogrammer, lui faire oublier qui il est, Frank, resté en retrait, observait silencieusement. L'armée faisait pareil avec certains chiens de combat. S'ils craquent, ils deviennent inoffensifs. Ils ne peuvent plus mordre, ni alerter. Il laissa sa phrase en suspens. Malcolm se retourna brusquement. Ranger n'est pas un outil, c'est un officier, un partenaire. Durant tout le soin, le regard de Ranger suivait chacun des mouvements de Reeve. On pouvait y lire de l'usure, mais aussi une forme de conscience aiguë, comme s'il cherchait à transmettre quelque chose malgré la douleur. « On va te mettre à l'abri », promit doucement le vétérinaire, « là où personne ne viendra t'enlever. » La maison de Malcolm se trouvait à l'écart de la ville, sur 2 hectares bordés d'un vieux grillage rouillé. Un ranch simple, autrefois animé par la présence d'une chienne berger allemand, décédée 2 ans plus tôt. L'endroit semblait fait pour offrir à Ranger une première chance de répit. Mais Malcolm savait que ce qu'il faisait n'était pas anodin. Techniquement, il venait de voler un bien public. Du moins selon la loi. La première nuit fut difficile. Ranger tournait en rond, gémissait dès qu'il cessait de bouger. Malcolm s'assit à même le sol, lui parlant à voix basse jusqu'à ce que la fatigue les emporte tous deux. À l'aube, un appel le tira de sa torpeur. C'était Madison, sa voix tremblait. « Benjamin est devenu fou ce matin. Il a appelé la police. Il t'accuse d'avoir volé un animal du refuge. Ils sont à ta recherche. » Le cerveau de Malcolm se mit immédiatement en action. « Tu leur as parlé de Ranger ? J'ai essayé mais personne ne m'a écouté. Benjamin prétend qu'on a inventé cette histoire de chien policier pour justifier le vol d'un animal potentiellement dangereux. Et j'ai été suspendu, le temps de l'enquête. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas perdre ce boulot, Malcolm. Tu ne le perdras pas, promit-il. Je vais prouver qui est ce chien. » Il jeta un coup d'œil à Ranger, toujours allongé près de lui, les yeux vifs malgré la fatigue. « J'ai un contact dans la brigade canine d'État. Si quelqu'un peut identifier ce chien officiellement, c'est bien lui. Le lieutenant Samuel Grady avait servi avec Reeve dans le Golfe avant de rejoindre la police d'État. Lorsque Malcolm l'appela, la réponse ne se fit pas attendre. « Tu crois que c'est le chien de Delaney ?» demanda Grady. Il y eut un silence pesant. « Le dossier est clos, Malcolm. Officiellement, Delaney a déserté. Il aurait accepté un pot de vin du cartel et aurait disparu. » La mâchoire de Reeve se crispa. « C'est n'importe quoi. Ce chien a été torturé, mais il est vivant. Et je pense qu'il sait ce qui s'est passé. » Un long silence, puis « Où as-tu trouvé le chien ?»« Dans un refuge à Silver Butte. Il était programmé pour être euthanasié. Ne dis rien à personne, je viens, donne-moi 3 heures. » 3 heures plus tard, le lieutenant Grady arrivait devant la clinique. À peine entré, la réaction de Ranger fut immédiate. Il redressa la tête, se mit en position d'attention, l'œil fixé sur l'ancien militaire. Grady s'agenouilla lentement. « C'est lui, murmura-t-il. C'est Ranger, le chien de Delaney. » Le soulagement submergea Malcolm. « Alors tu peux nous aider à stopper les accusations. Le directeur du refuge a lancé une plainte pour vol. » Mais Grady sembla soudain troublé. « Ce n'est pas si simple. Le dossier de Delaney n'est pas juste clos. Il est scellé. Et crois-moi, ça ne veut jamais dire rien de bon.
Reeve fronça les sourcils. Que veux-tu dire? L'enquête qu'il menait, elle a dérangé des gens. Il enquêtait sur les liens entre le cartel Camberos et certaines autorités locales. Et il a commencé à remonter jusqu'à des services de police, des collègues. Quand il a disparu, certains ont presque semblé soulagés. L'implication était terrible. Tu penses que des flics étaient de mèche avec le cartel? Grady haussa les épaules. Je n'ai aucune preuve, mais maintenant que Ranger est vivant, ça change la donne. Il le fixa droit dans les yeux. Tu es en danger, Malcolm. Lui aussi. Cette nuit-là, alors que le ciel s'assombrissait sur les terres arides de Silverbutt, Malcolm s'installa sur le perron avec Ranger. Le chien, épuisé, avait enfin accepté un peu de nourriture. Sa respiration était plus calme. Ses yeux, eux, ne cessaient de scruter l'horizon. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon grand ?» murmura Reeve. « Et surtout, qu'as-tu vu ?» À cet instant, Ranger se redressa, le regard fixé au-delà de la clôture. Un grondement sourd monta dans sa gorge. Reeve se figea, suivant la direction de son regard. Rien, juste le noir. Mais Ranger, lui, avait senti quelque chose. Le lendemain matin, Madison frappa discrètement à la porte de la clinique, un sac en toile serré contre elle. « Je me suis renseigné sur l'agent Delaney », annonça-t-elle en entrant. Elle sortit plusieurs coupures de presse, soigneusement pliées. Il était considéré comme l'un des meilleurs enquêteurs de la région. 17 arrestations majeures en 3 ans. Il travaillait toujours avec Ranger. Apparemment, leur spécialité, c'était de trouver des caches secrètes, des compartiments dissimulés, des murs creux, ce genre de choses. Elle posa un article sur la table. L'unité K9 de l'agent Delaney révèle des liens entre un cartel et des entreprises locales. Le papier ne mentionnait aucun nom, mais évoquait de hauts responsables locaux en cours d'investigation. Malcolm sentit un frisson dans son dos. Voilà pourquoi l'affaire a été enterrée si vite. Voilà pourquoi Benjamin Krell voulait euthanasier Ranger en silence. Il se massa les tempes. Si Delaney avait des preuves, et que Ranger en a encore des traces, même olfactives, alors il n'est pas seulement un survivant. Il est une menace pour ceux qui veulent que tout ça reste enfoui. Au fil des jours suivants, une routine s'installa. Le matin, Reeve traitait les blessures physiques de Ranger à la clinique, notant minutieusement chaque progrès. L'après-midi, Madison le rejoignait après sa suspension temporaire pour l'aider à soulager les traumatismes psychologiques du chien. Les épisodes de gémissements nocturnes devinrent moins fréquents. Ranger recommença à répondre à des ordres simples. Mais certains stimuli déclenchaient encore des réactions intenses. Le bruit d'un talkie-walkie, des voix en espagnol surtout avec un certain accent, et plus étrange encore, des réactions presque programmées à certaines combinaisons sonores, comme s'il attendait une commande précise. Un signal. « Il essaie de nous dire quelque chose », dit Madison un après-midi, en observant le chien s'agiter après avoir diffusé un enregistrement de communication radio. « Il attend quelque chose, il cherche une instruction. » Malcolm acquiesça. Il y pensait depuis des jours. Les chiens policiers ne sont pas seulement entraînés pour obéir, on leur donne des missions, des codes, des procédures. Et quand ils sont séparés de leur maître, certains peuvent tenter de compléter leur mission comme un automatisme. Peut-être que Delaney lui a donné un ordre juste avant la séparation, murmura-t-il. Une instruction de repli, ou un endroit à rejoindre s'ils étaient séparés. Mais ce soir-là, un événement changea tout. Alors que la nuit tombait sur le ranch, Reeve entendit les gémissements familiers de Ranger, mais cette fois, ils n'étaient pas plaintifs. Ils étaient rythmiques, saccadés. Il descendit jusqu'à la porte arrière, Ranger grattait la clôture, tournait en rond, flairait l'air avec insistance, puis, brusquement, il s'immobilisa. 3 aboiements secs, une pause, 2 autres, et de nouveau 3, pause, 2. Un motif. « Qu'est-ce que c'est, bonhomme ?» souffla Malcolm. Ranger s'approcha de lui, puis retourna vers la clôture, comme pour l'inciter à suivre. C'était une attitude de chien en mission, un comportement appris. Le matin suivant, Reeve appela Frank Keller. « J'ai besoin de ton expertise. Tu connais le langage K9. Qu'est-ce que ça signifie? 3 aboiements, pause, 2 autres ?» Frank ne réfléchit même pas. C'est un signal de localisation. Le chien a trouvé quelque chose. Il demande à son maître de venir voir. Malcolm sentit l'adrénaline monter. « Tu crois qu'il a capté l'odeur de Delaney ?» Après tout ce temps ? Peu probable, répondit Frank. Mais si Delaney enquêtait sur un produit précis, une signature chimique liée au cartel, alors peut-être que Ranger a reconnu cette odeur près de chez toi. La perspective était glaçante. Quelqu'un ou quelque chose lié au cartel rôdait peut-être autour de la maison, et Ranger l'avait senti. Ce dilemme moral tourmenta Malcolm toute la nuit.
Utiliser un chien traumatisé pour poursuivre une enquête semblait cruel. Et pourtant, Ranger semblait le vouloir. Il ne fuyait pas. Il ne se repliait pas. Il signalait. Comme s'il attendait toujours qu'on l'autorise à finir ce qu'il avait commencé. Ce fut Madison qui trouva les mots justes en les regardant à travers la vitre. « Je comprends que tu veuilles protéger Ranger, dit-elle, mais il a été formé pour ça. Il est né pour ça. Le priver de cette mission, c'est peut-être ça, au fond, qui l'empêche de guérir. » Elle avait raison, et la décision fut prise quelques heures plus tard, quand Ranger s'effondra en pleine promenade matinale. Son souffle était court, ses yeux dans le vague. À la clinique, les résultats furent sans appel. Des blessures internes, jamais soignées, avaient empiré. Probablement des séquelles des combats ou du jour où il avait été séparé de Travis. Il lui faut une chirurgie, annonça Reeve. Mais son organisme est en surcharge. Il vit dans un état de stress permanent. Si on ne réduit pas ça, il ne tiendra pas. Madison avait les larmes aux yeux en caressant le chien anesthésié. « Que peut-on faire ?» Reeve répondit sans hésitation. « On suit les coordonnées. On va là où il veut nous mener. Peut-être que c'est ça, sa dernière mission. Et peut-être qu'il trouvera enfin la paix. » Quelques heures plus tard, le lieutenant Grady revint avec des nouvelles préoccupantes. Le cartel Camberos bouge. Nos agents ont observé des mouvements inhabituels près de la frontière. Et, il marqua une pause, un de nos officiers vient de disparaître, Orlando Chavez. C'était le supérieur direct de Delaney, le dernier à l'avoir vu en vie. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Tu crois qu'il était impliqué ?» demanda Malcolm. Grady baissa les yeux. Je crois surtout que quelqu'un savait exactement où se trouvait Delaney cette nuit-là. Et je pense que ces gens savent que Ranger est encore vivant. Un silence pesant s'installa. Ranger n'était plus seulement une piste. Il était devenu une cible. Et quiconque le protégeait, l'était aussi. On part demain, décida Reeve. On suit les coordonnées. Il veut nous mener quelque part. C'est le moment d'écouter. Le désert à l'aube semblait presque paisible. Une lumière douce nappait les rochers et tirait les ombres. Mais la tranquillité n'était qu'une illusion. À bord de son pick-up, Malcolm consultait le GPS. À côté de lui, le lieutenant Grady vérifiait son arme pour la 3e fois. Ranger, installé à l'arrière, était étrangement silencieux, mais son regard était plus vif que jamais. Il savait, il sentait. « Encore 2 miles », annonça Malcolm. « On approche ». Alors que le pick-up cahotait sur le chemin de terre, de plus en plus effacé par les années, le silence pesait dans l'habitacle. Chacun retenait son souffle. Grady, pourtant rompu aux opérations délicates, jetait des regards inquiets autour de lui. Ranger, lui, était passé en mode travail. Posture tendue, oreilles dressées, regard fixé droit devant. Il reconnaissait le terrain ou ce qu'il signifiait. Ils atteignirent un petit sommet. « Coupez le moteur », ordonna Grady. Malcolm s'exécuta sans discuter. Grady saisit ses jumelles. En contrebas, niché entre 2 affleurements rocheux, se trouvait un ancien site minier abandonné. Une poignée de bâtiments délabrés, certains à demi effondrés, d'autres encore debout, comme suspendus dans le temps. Mais ce qui attira leur attention fut la fumée qui s'élevait d'un toit, fine mais bien réelle, et le SUV poussiéreux garé devant ce qui ressemblait à un entrepôt central. « Quelqu'un est là », souffla Grady. Il observe un moment, pas de sentinelle visible, mais ça ne veut rien dire. Ranger, à l'arrière, émit un grognement sourd. Son corps entier était en tension. Il fixait les bâtiments avec une intensité presque surnaturelle. « Il reconnaît l'endroit », murmura Malcolm. « Regarde-le, il sait. » Grady acquiesça. « On a besoin de renforts. Si c'est ce que je pense… » Il tendit la main vers sa radio. Mais à peine sa paume effleura-t-elle le micro que Ranger réagit. Un grondement profond, accompagné d'un mouvement d'évitement. Il fixait la radio, puis Grady, puis la radio de nouveau, inquiet, avertissant. « Il ne veut pas qu'on appelle », murmura Malcolm. Une intuition montait en lui, désagréable, glaciale. Le dossier de Delaney a été enterré. Tu as dit toi-même qu'il y avait peut-être une taupe, et si quelqu'un interceptait la communication, Grady resta figé. Tu crois qu'il y a une fuite dans nos rangs ? C'est une accusation grave. Mais il ne remit pas la radio dans sa main. Il la rangea lentement dans son étui et ne dit plus un mot. Ils descendirent à pied, contournant les masses rocheuses pour se faufiler jusqu'à un promontoire naturel surplombant le site. Ranger marchait en avant, son pas redevenu militaire, précis. Il ne traînait plus, il guidait,
Arrivé à une butte rocheuse, il s'allongea, rampa doucement jusqu'au bord et s'immobilisa. Les deux hommes s'approchèrent derrière lui. En contrebas, ils avaient une vue directe sur le complexe. Des hommes circulaient entre les bâtiments. Rien d'ostensiblement armé, pas de fusil visible. Mais cette décontraction n'était pas celle de campeurs ou d'urbexers. C'était l'assurance de ceux qui savent dans qu'ils contrôlent la zone. Et puis, une silhouette émergea du bâtiment principal. Malcolm se figea. « Attends, c'est Krell, Benjamin Krell, le directeur du refuge. » Là, en pleine zone frontalière, en pleine activité illégale, Grady jura entre ses dents. « Qu'est-ce qu'il fout ici ?» Krell parlait à un homme plus âgé, massif, à l'air autoritaire. Celui-ci désignait un petit bâtiment à l'écart du groupe. Ranger réagit immédiatement. Ses oreilles s'abaissèrent, sa mâchoire se crispa. Peur, rage, soumission mêlée de volonté. Ce chien connaissait cet endroit et cet homme. « Laisse-moi essayer quelque chose », murmura Malcolm. Il se tourna vers Ranger, Camberos. Le mot eut l'effet d'un choc. Ranger se redressa, fixant Malcolm intensément. Ses muscles se tendirent. Il comprenait. Il reconnaissait ce nom. En bas, la conversation prit fin. Krell retourna à son véhicule pendant que l'autre homme entrait dans le petit bâtiment isolé. Le SUV de Krell démarra et s'éloigna, soulevant un nuage de poussière. Et alors, Ranger se mit à trembler. Pas de peur, de tension, d'attente. Il regardait fixement la porte du petit bâtiment. « C'est là ?» souffla Grady. « Ce bâtiment, c'est un lieu de détention, de transit. Ils y gardent les gens avant de les transférer ou de les faire disparaître. » Le mot « disparaître » flotta dans l'air, glacial. Malcolm déglutit. « Tu crois que Delaney est là-dedans ?» Grady ne répondit pas. Il se leva. « On doit s'approcher. » Ils contournèrent les rochers, se rapprochant mètre par mètre. Ranger restait près du sol, ses instincts revenus, comme si son corps se souvenait de chaque mission, de chaque protocole. À environ 50 mètres du périmètre, il s'aplatit, signalant la présence d'un mouvement. Une silhouette venait de sortir du bâtiment. Un homme armé. Il fit quelques pas. Et soudain, Ranger bondit. « Non !» siffla Malcolm. Mais c'était trop tard. Le chien fila comme une flèche. L'homme n'eut pas le temps de lever son arme. Ranger ne l'attaqua pas. Il sauta autour de lui, haletant, remuant la queue, comme s'il reconnaissait quelqu'un. L'homme s'immobilisa. Puis lentement, il s'agenouilla, tendit une main tremblante vers le chien. Même à cette distance, Malcolm vit l'expression de son visage se transformer. De la peur à l'incrédulité. De l'incrédulité à la reconnaissance. « Ce n'est pas un ennemi », souffla Grady en pointant ses jumelles. « C'est... Mon Dieu, c'est Orlando Chavez, l'officier disparu. » Mais avant qu'il puisse de bouger, un coup de feu éclata. Chavez s'effondra. Ranger hurla, et tout explosa. Des hommes sortirent des bâtiments, armes levées. Grady plaqua Malcolm au sol, le poussant derrière un rocher alors que les balles sifflaient autour d'eux. « On doit sortir de là !» cria-t-il. Mais Ranger ne fuyait pas. Il courait vers le petit bâtiment. En zigzagant, esquivant les tirs, il fonçait tête baissée vers son objectif. « Il entre dans le bâtiment !» hurla Malcolm. « Delaney est là-dedans, j'en suis sûr !» À ce moment précis, des sirènes résonnèrent au loin. Une patrouille ? Impossible. Grady n'avait pas appelé. Et pourtant, plusieurs véhicules se rapprochaient à vive allure. Les hommes armés hésitèrent. Certains baissèrent leurs armes, d'autres s'enfuirent. « Qui les a appelés ?» lança Grady. « Pas moi !» répondit Malcolm stupéfait. Les voitures s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, des agents en sortirent, fusils braqués. « Police fédérale, lâchez vos armes !» Profitant de la confusion, Malcolm se leva et fonça vers Chavez, toujours en vie mais blessé à l'épaule. « Aidez-le à sortir !» grogna ce dernier. « Jake, il est en bas. » Sous le bâtiment, dans la cave. Le cœur battant, Malcolm le tira jusqu'à un recoin protégé pendant que Grady échangeait des tirs de couverture. Puis, profitant de la panique, il courut vers le bâtiment. À l'intérieur, Ranger grattait frénétiquement une dalle de béton, une trappe. Malcolm trouva un anneau métallique, tira. Un escalier sombre descendait, Ranger s'y engouffra. Malcolm suivit, lampe à la main. Dans le sous-sol, l'humidité et la peur étaient palpables. Sur un matelas en mousse, un corps maigre, presque immobile, respirait à peine. Ranger s'approcha, gémit, le toucha doucement du museau. Lentement, les yeux de l'homme s'ouvrirent, clairs, vides, puis reconnaissants. « Ranger !» souffla Jake Delaney. « Tu es revenu !»
Les yeux de Jake Delaney se plissèrent à la lumière de la lampe torche. Il cligna plusieurs fois, comme s'il croyait encore rêver. Ses lèvres étaient gercées, sa peau collée aux os. Il semblait vidé de toute force, mais dès que ses yeux croisèrent ceux de Ranger, quelque chose changea. Une étincelle, un reste d'humanité, de lien. Il tendit une main tremblante, et le chien y posa sa tête, doucement, comme s'il craignait de briser un mirage fragile. « Tu es vivant ?» souffla Jake. Sa voix était rauque, presque inaudible. Malcolm s'agenouilla à ses côtés. « Monsieur Delaney, je suis docteur Malcolm Reeve. Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous sortir de là. » Jake secoua faiblement la tête. « Ils savent que vous êtes venu. Ils vont revenir. » À la surface, les fédéraux sécurisaient le site. Grady, arme en main, avait retrouvé Chavez, toujours conscient. « Vous saviez où il était ?» demanda Grady. Chavez acquiesça péniblement. « Je n'ai rien pu faire. Ils m'ont piégé, me forçant à collaborer. Mais je n'ai jamais trahi Jake. J'ai cherché un moyen de le sortir, et je vous ai suivi. C'est moi qui ai alerté les fédéraux. » Pendant ce temps, en bas, Malcolm préparait Jake pour l'extraction. Il glissa son bras sous ses épaules. « Il faut bouger. Il faut sortir d'ici maintenant. » Delaney grogna de douleur mais accepta l'aide. Ranger, toujours en alerte, prenait la tête du petit groupe, vérifiant chaque pas, chaque marche. En remontant l'escalier, Malcolm sentit à quel point le corps de Jake était faible. Il avait été brisé, mais pas détruit. Dehors, le chaos s'était calmé, les agents fouillaient les bâtiments, rassemblaient les hommes du cartel restés sur place. L'un d'eux, menotté, ne cessait de fixer Ranger, les yeux chargés d'une haine pure. Malcolm le vit et un doute se glissa en lui. Cet homme savait qui était ce chien, et il craignait ce qu'il pouvait encore révéler. Jake fut transféré d'urgence vers l'hôpital militaire le plus proche. Avant de monter dans l'hélicoptère, il se retourna vers Ranger qui observait la scène à distance. « Il n'a jamais abandonné », murmura-t-il. « Il m'a retrouvé. » Malcolm posa une main sur l'épaule de l'ancien agent. « Et vous avez tenu bon. C'est vous qui avez envoyé ce message. » Ses coordonnées sur le collier. Jake esquissa un sourire douloureux. Je savais qu'il sortirait vivant. Je savais qu'il reviendrait me chercher. Pendant les jours qui suivirent, l'affaire explosa dans les médias. Un réseau de corruption mêlant cartels, responsables municipaux et membres d'une unité spéciale fut révélé. Benjamin Krell fut arrêté en tentant de fuir l'État. Les autorités découvrirent dans son bureau une cache de documents, des vidéos, des listes de transferts illégaux et des ordres d'exécution. Dans la réserve du refuge, dissimulé derrière un faux mur, se trouvait un coffre contenant des éléments accablants. Une vidéo de la mission qui avait mal tourné 3 mois plus tôt, prouvant que Delaney n'avait jamais déserté. Il avait été trahi, capturé et laissé pour mort. Ranger, blessé, avait réussi à s'échapper, errant dans le désert jusqu'à sa chute, et sa capture par le refuge de Silver Butte. Le docteur Reeve fut salué pour son courage, ainsi que Madison Clark. Ensemble, ils avaient sauvé bien plus qu'un chien. Ils avaient mis au jour une vérité que beaucoup espéraient enterrer à jamais. Dans une interview télévisée, Malcolm résuma la chose simplement « Ce chien n'a jamais abandonné. Il a gardé sa mission vivante, même quand tout le monde l'avait oublié. » Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Quelques semaines plus tard, dans un centre de rééducation pour anciens agents, Jake Delaney retrouvait peu à peu ses forces. Ranger lui rendait visite chaque jour. Le chien ne le quittait jamais longtemps, comme s'il avait peur qu'en clignant des yeux, tout cela disparaisse. Ils passaient des heures ensemble, souvent en silence. L'un reprenant goût à la vie, l'autre simplement heureux d'être à nouveau là, à sa place. Un matin, alors que le soleil perçait à peine les rideaux de la chambre, Jake se redressa dans son lit. Il caressa Ranger, puis se tourna vers Malcolm. « J'ai eu tout le temps de réfléchir. J'ai failli mourir là-bas, mais ce que je veux maintenant, c'est que ce lien qu'on a... cette histoire serve à quelque chose. » Il sortit un dossier. À l'intérieur, des notes, des croquis, des extraits de journaux personnels. « J'avais presque tout assemblé avant qu'on m'enlève. Je veux que vous continuiez, que vous exposiez ce réseau jusqu'au dernier. » Malcolm hésita. « Vous êtes certain? Vous avez déjà tant perdu. » Jake le fixa, déterminé. « J'ai encore quelque chose à protéger. Des gens à qui je dois la vérité. Et un chien qui m'a rappelé ce que veut dire tenir une promesse. » Plus tard ce jour-là, Madison rejoignit Malcolm dans son pick-up. Elle tenait une boîte en carton. À l'intérieur, une plaque dorée, discrète, mais significative. Ranger, officier K9, en service jusqu'à la fin. Elle la posa sur le tableau de bord, face à l'horizon. Ranger sur la banquette arrière, observa le geste, puis ferma les yeux,
apaisé. Il reprenait la route. Mais cette fois, ce n'était plus une mission de sauvetage. C'était un combat pour la justice. Et il ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent comme une détonation silencieuse à travers le pays. Le témoignage de Jake Delaney, validé par les preuves trouvées dans le refuge et appuyé par le récit de Malcolm, déclencha une série d'enquêtes à l'échelle nationale. Plusieurs commissariats locaux furent placés sous audit. Des hauts responsables municipaux furent suspendus et le nom du cartel Camberos refit surface dans des dossiers que l'on croyait enterrés depuis des années. Mais au cœur de ce tumulte, loin des projecteurs et des conférences de presse, une petite équipe s'organisait en silence. Jake, encore en convalescence, rédigeait des comptes rendus, des schémas de réseau, des listes de noms. Malcolm et Madison, eux, reprenaient leur routine, avec Ranger toujours à leur côté. Le chien allait mieux. Ses blessures physiques cicatrisaient et son regard avait changé. Plus serein, plus confiant. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les vitres de la clinique, Madison entra avec une enveloppe entre les mains. « C'est du département de la Défense », dit-elle en la tendant à Malcolm. Il l'ouvrit, curieux. À l'intérieur, une citation officielle de bravoure attribuée à Ranger. L'éloge soulignait son dévouement exceptionnel malgré la torture, sa loyauté indéfectible envers son partenaire et sa contribution directe à la réouverture d'une affaire classée. Malcolm lut à voix haute, la gorge serrée. Puis il regarda Ranger couché tranquillement à ses pieds, une oreille dressée comme s'il avait tout compris. « Tu es maintenant officiellement un héros national, mon vieux. » Madison sourit, les larmes aux yeux, et dire qu'il était à quelques heures d'être euthanasié. Cette reconnaissance officielle transforma leur mission en engagement à long terme. Jake proposa un projet, créer une unité spéciale pour chiens vétérans, traumatisés ou blessés, leur offrant une deuxième chance, tout comme Ranger. Le centre porterait le nom de l'ancien agent, mais aussi celui du chien qui l'avait sauvé. Le refuge Delaney Ranger. Avec l'aide de Grady, Frank Keller et même d'anciens membres de la brigade canine, le projet vit le jour en quelques mois. Installé à la lisière d'un ancien terrain d'entraînement militaire désaffecté, le centre accueillit d'abord 3 chiens. Tous présentaient des signes de stress post-traumatique. Tous avaient été abandonnés par leurs unités. Mais sous les soins de Malcolm et de Madison, ils commencèrent à guérir. Ranger, désormais en semi-retraite, servait de mentor, littéralement. Lorsqu'un chien paniqué refusait d'entrer dans une pièce ou de se laisser approcher, c'était lui que l'on envoyait. Avec patience, douceur, il s'asseyait, observait. Parfois, il ne faisait que poser sa tête sur la patte d'un autre chien. Et le miracle opérait. L'autre se calmait, acceptait la présence humaine, s'ouvrait peu à peu. Un jour, un ancien marine, Sam Dwyer, qui venait faire du bénévolat, regarda la scène avec étonnement. « Ce chien est plus thérapeute que la moitié des psys que j'ai rencontrés dans l'armée », plaisanta-t-il. Mais dans sa voix, on percevait une forme de respect sincère. Pendant ce temps, la suite de l'enquête progressait. Le nom d'un sénateur apparut dans les documents, celui d'un juge, des transferts de fonds suspects, des ventes de terrain au profit du cartel. Chaque jour, Jake aidait les enquêteurs à démêler un peu plus cette toile. Il refusait de se considérer comme une victime. Pour lui, tout cela n'était qu'une continuité de sa mission. Mais une menace planait toujours. Tous ceux impliqués dans la conspiration n'avaient pas été arrêtés. Et un soir d'octobre, la tension revint frapper à leur porte. Madison venait de refermer le portail du refuge quand elle aperçut une silhouette près de la grange. Un homme. Elle s'arrêta, le cœur battant. Il tenait quelque chose dans la main. Elle recula lentement, attrapa son téléphone. Mais avant qu'elle ne compose un numéro, Ranger surgit. Aucun aboiement, pas de cri, juste une présence immédiate, tranchante. Le chien se posta entre elle et l'homme, prêt à bondir. L'intrus recula aussitôt. « Je veux juste parler, arrive !» lança-t-il. « Je viens de la part de quelqu'un. » Madison hésita. L'homme jeta un coup d'œil autour de lui, nerveux. Il faut qu'il sache, il est en danger. Quelques minutes plus tard, Malcolm sortait de la maison, le front plissé. L'homme se présenta sous le nom d'Elijah Moore, ancien agent administratif au sein d'une antenne logistique du ministère. J'ai vu des transferts, des camions, on m'a dit de ne pas poser de questions. Mais après ce qui s'est passé, avec l'affaire de l'année, j'ai tout recoupé. Il tendit une clé USB. Ce qu'il y a là-dedans, ce sont les noms, les adresses, les codes d'accès aux entrepôts. Si quelqu'un les récupère, c'est fini pour eux. Malcolm hésita. Pourquoi nous faire confiance ? Moore regarda Ranger. Parce que ce chien a réveillé quelque chose chez moi. Parce qu'il n'a jamais lâché.
Et parce que si lui a tenu bon, alors moi aussi, je peux faire ma part. La clé fut remise aux fédéraux le lendemain. Grady, maintenant à la tête d'une cellule spéciale anticorruption, enclencha une nouvelle vague d'arrestations. Mais il savait que plus ils avançaient, plus ils dérangeaient. Ce qu'on affronte, Malcolm, ce n'est pas juste un cartel, c'est un système. Et il ne tombera pas en silence. Malcolm regarda Ranger, allongé au soleil, les yeux mi-clos. Alors on va faire du bruit. L'opération fut déclenchée un jeudi matin à l'aube. Un vent sec balayait les hangars désaffectés d'East Pine, à la lisière d'un ancien dépôt militaire reconverti illégalement en entrepôt de stockage. D'après les fichiers transmis par Elijah Moore, c'était là que transitaient armes, drogues et documents sensibles avant leur expédition vers le sud. Un réseau invisible protégé par des complicités haut placées. Cette fois, ils allaient frapper au cœur. Grady coordonnait l'opération avec une précision chirurgicale. Des unités locales, des agents fédéraux, des équipes non canines, tous avaient été informés la veille sous couvert d'un autre exercice. Seul un cercle très restreint connaissait la véritable nature de l'intervention. Et parmi eux, bien sûr, Malcolm et Ranger. Le chien avait insisté pour être là. Cela pouvait sembler absurde, presque humain, mais depuis qu'il avait reconnu certains des entrepôts sur les photos d'Elijah Moore, il s'était mis à tourner en rond chaque soir, s'arrêtant devant la porte de la chambre de Malcolm, aboyant 2 fois puis grattant doucement. Comme un rappel, une requête, une promesse à tenir, et Malcolm avait fini par céder. « D'accord, mon vieux. Une dernière mission, mais cette fois, on y va ensemble. » À l'intérieur des véhicules, le silence était pesant. On entendait seulement les respirations concentrées, le cliquetis des armes qu'on vérifie une dernière fois, les communications murmurées dans les oreillettes. Ranger, assis à l'arrière du SUV blindé, regardait droit devant lui. Il ne tremblait pas, ne gémissait pas. Il attendait, en mission. À 5h07, le signal fut donné. Les portes s'ouvrirent. Les équipes déferlèrent sur le site comme une vague. Les hommes à l'intérieur furent pris de court. Certains tentèrent de fuir, d'autres de tirer, mais ils furent rapidement neutralisés. Pas de pertes, pas de bavures, tout était millimétré, mais c'est ce que l'on trouva à l'intérieur qui glaça le sang des enquêteurs. Un couloir souterrain dissimulé derrière une fausse cloison. Et dans ce couloir, des chambres, des casiers métalliques, des piles de documents, et surtout, des cellules. Petites, étouffantes, certaines encore occupées. Les agents libérèrent 6 personnes, 2 hommes, 3 femmes, un adolescent. Tous avaient été portés disparus dans les derniers mois. Tous étaient liés, de près ou de loin, à l'affaire Delaney. Un journaliste d'investigation, une greffière de tribunal, un ancien douanier. Le cartel ne faisait pas que transporter des biens. Il effaçait ceux qui dérangeaient. Ce fut Ranger qui mena les agents jusqu'à la dernière pièce. Une salle fermée, sans fenêtre, que personne n'avait remarqué au premier passage. Le chien aboya 3 fois, s'arrêta, recommença. Le même code que devant le site où Jake avait été détenu. Malcolm s'approcha, lampe à la main. La porte était verrouillée, il l'ouvrit à l'aide d'un pied de biche. À l'intérieur, un écran, une chaise, des câbles, et sur le mur, une série de portraits, tous barrés d'un trait rouge, sauf un, Jake Delaney. Il le cherchait encore, souffla Grady. Malgré tout ce qu'on croyait avoir démantelé, il n'avait pas abandonné. Mais il y avait autre chose. Sous la chaise, un petit compartiment métallique. À l'intérieur, une carte SD rangée dans un sachet plastique. Elle fut confiée immédiatement aux techniciens du FBI. Les données révélèrent un réseau bien plus vaste encore. Des flux financiers vers des banques offshore, des messages codés entre des juges et des représentants élus, et même des échanges diplomatiques. Ce n'était pas un simple cartel. C'était une structure ramifiée, souterraine, qui s'étendait bien au-delà des frontières de l'État. Et ils avaient failli l'enterrer. Définitivement. Mais grâce à un chien. Les médias reprirent l'affaire avec frénésie. Le nom de Ranger devint un symbole. Des dizaines d'articles lui furent consacrés. Il fut invité, symboliquement, à une cérémonie au Capitole où Jake, remis sur pied, prit la parole. Son discours, sobre plus puissant, marqua les esprits. Ce chien a souffert. Il a été brisé, laissé pour mort, mais il n'a jamais cessé d'avancer. Pas pour lui, pour moi, pour la vérité. Et si lui a tenu bon, alors nous aussi nous devons tenir. Une ovation éclata. Ranger à ses pieds resta simplement assis observant la foule, indifférent au bruit, comme si ce n'était pas important. Pour lui, la mission était accomplie. Ce qui comptait, c'était que son partenaire soit en vie, et que justice ait été rendue. Mais au fond de lui, Malcolm savait que tout cela avait un prix. Les cauchemars revenaient parfois.
Ranger se réveillait en sursaut. Il fixait un poing dans le vide, grognait doucement, puis se rendormait après avoir vérifié que Jake était bien là, tout près. Un soir, sur la terrasse du centre Delaney Ranger, alors que le soleil se couchait sur les plaines de l'Arizona, Jake s'adressa à Malcolm. « Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Il m'a tenu en vie quand tout m'invitait à abandonner, et il continue chaque jour à me montrer ce que c'est que le courage. » Malcolm sourit. « Il m'a sauvé moi aussi, tu sais. Il m'a ramené à ce que je suis. » Dans l'herbe, Ranger somnolait, une oreille dressée, toujours en alerte, même dans la paix. Mais cette nuit-là, aucun bruit ne vint troubler leur repos, juste le silence. Et la certitude, enfin, d'avoir repris le contrôle d'un monde qui, un instant, avait semblé leur échapper. Le centre Delaney Ranger devint plus qu'un simple refuge. Il devint un sanctuaire, un symbole. Les vétérans blessés, tant humains que canins, y trouvaient un point d'ancrage, un lieu où on ne les jugeait pas pour leurs cicatrices, mais où on les honorait pour avoir survécu. Le bouche à oreille fonctionna mieux que n'importe quelle publicité. Des familles, des agents, même d'anciens membres de brigades spéciales commencèrent à y envoyer des chiens qu'on avait déclarés inaptes, trop agressifs, trop instables, trop brisés. Mais Malcolm savait lire au-delà des diagnostics. Et Ranger, plus que quiconque, savait comment atteindre ces âmes en détresse. Il n'avait pas besoin d'aboyer ni de grogner. Il suffisait qu'il s'approche et qu'il partage son calme, qu'il s'allonge à côté de ceux qui tremblaient et qui l'attendent. Parfois 1 heure, parfois une nuit, mais jamais sans effet. Un matin, un jeune chien noir, nommé Spike, fut amené par une femme en uniforme. « Il a attaqué 2 de ses collègues canins », expliqua-t-elle, les yeux rouges. « L'armée veut le faire euthanasier. Mais moi, je crois qu'il peut encore changer. » Malcolm prit le temps d'observer. Le regard du chien était agité, presque fou. Mais derrière cette agitation, il y avait quelque chose. Une peur, une douleur, une mémoire. Ranger s'approcha de Spike. Il ne fit rien, pas un geste brusque. Il le regarda seulement, puis il s'allongea, lentement. Et Spike fit de même. Dans les jours qui suivirent, ils devinrent inséparables. Et Spike, contre toute attente, reprit goût aux ordres simples, à la promenade, au silence, à la confiance. Ce jour-là, Madison dit à Malcolm « Tu te rends compte de ce qu'on a créé ici ? Ce qu'on fait, ce n'est pas juste de la rééducation, c'est de la rédemption. » Mais même dans cette oasis, les ombres du passé revenaient parfois cogner à la porte. Grady passa les voir un soir, l'air grave. L'un des suspects arrêtés a réussi à plaider un vice de procédure. Il va être libéré sous caution. Malcolm sentit la colère monter. « Tu veux dire qu'un homme lié à l'enlèvement de Jake, à la disparition de Chavez, va se promener librement dans la rue ?» Grady hocha la tête. « Pas pour longtemps. On le garde à l'œil. Mais il faut que vous restiez prudent. Il sait que vous êtes à l'origine de tout. » Cette nuit-là, Malcolm dormit peu. Il restait debout près de la porte à observer la cour. Ranger le rejoignit, silencieux. Il posa sa tête contre sa jambe comme pour dire « Je veille aussi ». Ensemble, ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Aucun mot. Juste cette alliance silencieuse entre 2 êtres qui avaient traversé l'enfer ensemble. Quelques jours plus tard, une surprise attendait l'équipe. Un courrier du gouverneur en personne, une demande officielle pour que Ranger devienne le tout premier ambassadeur K9 de l'État. Un titre symbolique, mais prestigieux. Il serait invité à des cérémonies, accueilli dans les écoles, les hôpitaux, les institutions, pour inspirer, pour raconter à sa manière ce que la loyauté, la résilience et la fraternité signifient vraiment. Jake, désormais rétabli, lut le courrier à Yaeg à haute voix. « Il mérite bien plus qu'un titre, conclut-il. Mais si cela permet à d'autres de connaître son histoire. Alors je suis d'accord. » Le jour de la première cérémonie, une centaine d'enfants entourèrent Ranger dans la cour d'une école. Ils le caressaient, l'embrassaient, posaient des questions sans fin. Et Ranger, comme toujours, se laissa faire, paisible, attentif. Une petite fille qui demanda à Madison « Est-ce qu'il a vraiment sauvé quelqu'un ?» Et elle répondit doucement « Il a sauvé beaucoup de gens, tu sais. Mais il a surtout appris à certains à ne plus avoir peur. » Dans les semaines qui suivirent, le centre reçut des courriers venus de tout le pays. Des remerciements, des demandes, des témoignages, des anciens soldats, des veuves, des enfants, tous touchés par l'histoire de ce chien qui n'avait jamais renoncé. Le centre devint un phare pour ceux que la guerre ou la rue avaient brisés. Mais le plus bouleversant arriva un soir d'hiver. Une femme âgée, accompagnée d'un jeune homme, se présenta aux portes du centre. Elle tenait un vieux collier dans les mains.
C'était celui de Cooper, le chien de mon fils, dit-elle. Mon fils est mort au combat, mais son chien a été rapatrié. On n'a jamais réussi à le replacer. Il ne mangeait plus. Il ne regardait plus personne. J'ai entendu parler de vous. Alors j'ai voulu essayer. Ils firent entrer Cooper, un berger allemand magnifique, au poil terne, au regard vide. Ranger l'observa un moment, puis il s'approcha. Ils restèrent nez à nez, sans un bruit. Et au bout de longues secondes, Cooper poussa un soupir. Puis doucement, il posa sa tête contre l'épaule de Ranger et ferma les yeux. La femme éclata en sanglots. Il n'a plus fait ça depuis des mois. Cette nuit-là, autour du feu, Jake dit à voix basse « Il y a des chiens qui marquent en l'histoire, et d'autres qui changent de vie, une par une. Ranger, il fait les deux. » Malcolm approuva, et il ne s'arrêtera que lorsqu'il saura que tout le monde est à l'abri. Ce soir-là, la chaleur du feu contrastait avec la fraîcheur de l'air. Assis en cercle, les membres de l'équipe partageaient un rare moment de calme. Pas d'urgence, pas d'opération à planifier, juste des silences habités, des regards échangés, des souvenirs qui revenaient. Ranger était couché près de la cheminée extérieure, les yeux mi-clos, sa respiration lente et régulière. Un chien au repos, mais jamais totalement endormi. Jake tenait entre ses mains un petit carnet à la couverture élimée, un journal de mission. Il l'ouvrit lentement. « J'ai commencé à écrire quand j'étais enfermé là-bas », murmura-t-il. C'était un moyen de tenir, de ne pas perdre la notion du temps. Chaque jour, j'écrivais une ligne, pas plus, parfois une pensée, un souvenir, un mot, il se racla la gorge. La première phrase que j'ai notée, c'était « Il est vivant, je le sens ». Un silence suivi d'un frisson. Personne n'osa interrompre. Jake tourna les pages, lut, relut, marqué par le sel des larmes et la poussière du désespoir. Ce carnet, c'est ma mémoire, mais ce centre, c'est notre avenir. Madison s'approcha doucement. Et Ranger, c'est le lien. Entre ce que vous étiez, ce que vous avez traversé et ce que vous êtes devenu. Quelques jours plus tard, un message vocal inattendu secoua leur quotidien. Une voix grave, hésitante, celle d'un homme ayant manifestement lutté pour trouver le courage de parler. « Je suis désolé, j'ai participé. Pas directement, mais j'ai laissé faire. Je croyais qu'on protégeait des secrets d'État, mais on couvrait des monstres. Je veux témoigner. » Il s'appelait Marshall Keane, ancien directeur adjoint de la sécurité intérieure. L'un des hommes les plus puissants de l'époque, où l'affaire de l'année avait été enterrée. Il avait disparu depuis 1 an prétendument en retraite. En réalité, il avait été mis à l'écart et vivait dans une maison isolée en Oregon. Grady fut le premier à réagir. C'est un coup de poker. Il veut peut-être juste sauver sa peau, mais s'il parle, il peut faire tomber les derniers piliers. Malcolm, lui, vit autre chose. Et s'il veut se racheter, s'il veut laisser autre chose derrière lui qu'un dossier vide et des silences complices, ils acceptèrent de le rencontrer. Dans une cabane retirée au cœur des pins, Marshall Keane les attendait, vieux, fatigué, mais lucide. Et lorsqu'il vit Ranger, il eut un recul instinctif. C'est lui, n'est-ce pas? Le chien qu'on voulait faire disparaître. Puis, après une pause, et c'est lui qui m'a fait changer d'avis. Keane parla pendant 3 heures. Il livra nom, date, lieu, mécanisme. Il expliqua comment certaines unités avaient été infiltrées, comment des agents étaient payés pour détourner des preuves, comment des chiens, oui même eux, étaient utilisés pour masquer ou dissimuler les vérités dérangeantes. Mais à la fin, il posa une question que personne n'attendait. « Est-ce que vous croyez que je peux encore réparer ?» Jake répondit sans détour. « Non, pas tout, mais vous pouvez empêcher que ça recommence. Et ça compte. » Keane accepta de témoigner publiquement. Son audience fut planifiée pour le mois suivant. Et l'État tout entier retint son souffle. La presse annonçait déjà une série de révélations susceptibles de provoquer un séisme politique. Mais derrière cette agitation, une peur sourde s'insinuait chez ceux qui avaient encore quelque chose à cacher. Un matin, en ouvrant la porte du centre, Malcolm trouva une boîte devant l'entrée. Pas d'expéditeur, juste une photo à l'intérieur, celle de Ranger prise de nuit, avec au dos une simple phrase « Le passé ne meurt jamais ». Il sentit un froid glacial l'envahir. Ce n'était pas une menace directe, c'était un rappel, une signature, le signe qu'ils étaient observés. Grady renforça la sécurité autour du centre. Caméras, patrouilles, barrières, mais chacun savait que si quelqu'un décidait vraiment d'attaquer, ce ne seraient pas les clôtures qui les arrêteraient, ce seraient Ranger et ceux qui veillaient sur lui. Madison, quant à elle, reprit contact avec Elijah Moore. Il travaillait désormais dans une unité de protection des lanceurs d'alerte. Ensemble, ils établirent un protocole d'urgence. Si quelque chose arrivait à Keane avant son audience,
Toutes ces données seraient automatiquement rendues publiques. Un réseau de sauvegarde avait été mis en place, le genre de précaution qui ne laissait plus place à la peur. Ranger, lui, semblait le sentir. Il dormait moins, il patrouillait la nuit, seul. Parfois, Malcolm le surprenait à fixer la forêt derrière le centre, comme s'il percevait quelque chose au-delà du visible. Un écho, un fantôme, ou simplement l'ombre du danger qu'il avait appris à reconnaître mieux que quiconque. Et puis, une nuit, l'alerte retentit. Une intrusion. Plusieurs individus, lourdement armés, franchirent les limites du terrain. Grady, déjà sur place, coordonna la riposte. Mais avant même que les hommes n'atteignent les bâtiments, Ranger s'était élancé. Malcolm hurla « Non, reste ici !» Mais il n'écouta pas. Il courut droit dans la nuit, sans peur, comme s'il savait que c'était son devoir. Une dernière fois. La nuit s'embrasa comme un orage silencieux. Les intrus étaient rapides, organisés. Mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur un fantôme du passé. Ranger les intercepta à mi-chemin, surgissant de l'ombre comme un projectile vivant. Le premier homme s'effondra, surpris, sa carabine projetée au sol. Les autres s'éparpillèrent, mais le chien les força à se regrouper, les empêchant d'atteindre le bâtiment principal. Grady sortit en courant, fusil en main. « Couvrir le flanc est !» cria-t-il à ses agents. « On a un K9 engagé, ne tirez pas sans identification visuelle. » Malcolm, de son côté, vérifiait les caméras sur son téléphone. Il vit la silhouette de Ranger passer en flèche devant un capteur, puis un coup de feu. Son cœur s'arrêta. Il lâcha le téléphone, courut hors de la maison, Madison sur ses talons. Dans la pénombre, les projecteurs se déclenchèrent enfin, baignant le terrain d'une lumière crue. Un homme gisait au sol. Ranger n'était plus là. Ils entendirent des aboiements plus loin, suivis d'un second coup de feu, puis plus rien. Malcolm courut, les yeux brûlants. Il le trouva quelques secondes plus tard, couché dans l'herbe, haletant. Une traînée de sang marquait son flanc, mais il était vivant. Il remua doucement la queue en le voyant arriver. Pas pour dire qu'il avait gagné, mais pour dire qu'il était resté, qu'il avait tenu. « Je suis là, mon vieux. Je suis là, » murmura Malcolm en plaquant une main sur la blessure. « Tu ne pars pas ? Pas maintenant. » Ranger posa sa tête contre son bras. Une chaleur familière, une confiance totale. Et dans ce regard, malgré la douleur, il y avait encore cette lumière, celle qu'il avait toujours eue, celle de ceux qui choisissent de protéger, même au péril de tout. Il fut transporté d'urgence à la clinique vétérinaire militaire de Flagstone. Le vétérinaire de service reconnut immédiatement le patient. « C'est Ranger ? Le chien du centre Delaney ?» Il serra les dents. « Alors on va tout tenter. » Les heures furent longues. Jake, resté au centre, attendait des nouvelles, assis en silence devant la cheminée vide. Madison lui avait laissé son téléphone. À chaque vibration, il sursautait. Et quand enfin le message arriva, il ne put retenir ses larmes. Ranger est vivant. Il a perdu beaucoup de sang. Mais il va s'en sortir. L'agression fut médiatisée dans tout le pays. Le groupe responsable, identifié comme une cellule radicalisée liée aux anciens réseaux du cartel Camberos, avait été éliminé ou capturé. Le chef du groupe, ancien agent de sécurité privée, portait sur lui un carnet. Un seul nom y figurait, encerclé de rouge. Ranger, c'était personnel, une vengeance. Et pourtant, malgré la gravité de ses blessures, le chien survécut. 3 semaines plus tard, il rentra au centre, lentement, encore affaibli, mais vivant. La cour était décorée de banderoles, de drapeaux, de messages d'enfants venus de tout le pays. Un vétéran en fauteuil roulant s'approcha et lui tendit une médaille en chocolat accrochée à un ruban. « Pour service rendu au peuple », dit-il en souriant. Ranger ne comprit pas le geste. Mais il lécha la main de l'homme, puis s'allongea au milieu de la cour, comme chez lui, parce qu'il l'était. Cette attaque changea le regard du pays sur le centre. Ce n'était plus seulement un lieu de soins. C'était devenu un bastion, un symbole. Le président en personne adressa un message télévisé dans lequel il déclara « Si un chien, laissé pour mort, peut revenir et sauver un pays de ses propres démons, alors chacun de nous a une chance de se relever. » Jake reçut une convocation du Congrès. Il devait venir témoigner, cette fois non plus comme victime, mais comme héros. Et il n'irait pas seul. Ranger, installé sur une plateforme roulante à ses côtés, fut acclamé par toute la salle. Les caméras filmaient, les journalistes pleuraient. Et Jake, la main posée sur la tête de son compagnon, prononça un discours qui resterait dans les archives du Capitole. « Vous m'avez demandé pourquoi j'ai survécu. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que d'autres. C'est parce que quelqu'un n'a jamais cessé de croire que j'étais vivant. Quelqu'un qui n'avait ni voix pour plaider ma cause, ni main pour écrire une lettre, ni statut pour lancer une enquête. Juste un cœur,
un instinct et une fidélité absolue. Il se tourna vers Ranger. Ce chien a fait plus pour la vérité que bien des hommes en position de pouvoir. Ce n'est pas un animal, c'est un frère d'armes. Et il mérite de siéger dans cette salle autant que moi. La salle se leva. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, un chien reçut une ovation debout au sein même du Congrès. L'image de Jake et de Ranger côte à côte dans cette salle historique fit le tour du monde, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des artistes créèrent des peintures, des chansons, même des documentaires, et pourtant, ni Jake ni Malcolm ne cherchaient la gloire. Leur but restait intact. Reconstruire, réparer, protéger ce que le système avait laissé pour compte. Le centre de l'année Ranger reçut des subventions. De nouveaux bâtiments furent construits. Une aile entière fut dédiée à la thérapie assistée par les chiens anciens combattants. Les enfants y venaient en classe verte. Les vétérans y revenaient pour guérir ce que personne d'autre ne voyait. Et au cœur de tout cela, toujours Ranger. Il n'était plus aussi vif qu'avant. Ses pas étaient plus lents, son regard un peu fatigué. Mais sa présence suffisait à apaiser, à inspirer. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il était devenu une légende vivante. Un jour, alors que le printemps s'installait, Jake emmena Ranger dans une petite clairière en contrebas du centre. Ils s'installèrent au pied d'un vieux chêne. Jake sortit de sa poche un morceau de tissu, celui du harnais que portait Ranger lors de sa toute première mission. Il le posa doucement sur le sol. « Tu te souviens de cette journée ?» murmura-t-il. « Moi, je ne l'ai jamais oublié. C'était notre première sortie ensemble. Tu avais tiré sur la laisse, tu voulais foncer droit devant, comme si tu savais déjà ce que tu devais faire. » Ranger posa sa tête contre la jambe de Jake, les yeux mi-clos, le souffle tranquille. Le temps passa, l'été vint, puis l'automne. Un matin, Malcolm entra dans la chambre principale. Ranger était étendu sur le tapis, paisible, comme s'il dormait. Le soleil baignait la pièce d'une lumière dorée. Il ne bougea pas. Son souffle ne se souleva plus. Il était parti, doucement, sans bruit, fidèle jusqu'à la fin. Ils organisèrent une cérémonie. Pas pompeuse, pas médiatisée, juste les proches, ceux qui avaient été là depuis le début. Jake porta lui-même l'urne. Il la plaça dans le jardin du centre, sous un arbre qu'ils avaient planté ensemble des années plus tôt. Une plaque y fut ajoutée, simple, digne. Ranger, officier K9, sauveur, protecteur, ami, il n'a jamais abandonné. Le silence dura longtemps. Personne ne parla, puis Jake se tourna vers le groupe. « Je crois qu'il est toujours là. » Pas dans le sens mystique, mais dans chaque recoin de ce centre, dans chaque chien qu'il a aidé, dans chaque personne qu'il a réconcilié avec le monde. Ranger n'a jamais voulu de reconnaissance, il voulait juste retrouver ce qu'il avait perdu, et au passage, il nous a tous retrouvés. Les mois passèrent, la vie reprit, d'autres chiens arrivèrent, d'autres histoires commencèrent, mais aucune ne remplaça jamais celle de Ranger. Elle resta comme un phare, une racine, une légende fondatrice. Jake écrivit un livre, Dans ses pas. Il y raconta tout, pas seulement la mission, mais les blessures invisibles, les moments de doute, les silences. Il conclut par cette phrase, « Ranger ne m'a pas sauvé une fois, il m'a sauvé tous les jours à partir du moment où il m'a retrouvé. » Et sur la première page, il dédia son récit ainsi, à tous ceux qu'on a oubliés, et à ceux qui, comme lui, n'ont jamais cessé de chercher. Aujourd'hui encore, lorsqu'on se promène dans les couloirs du centre, on peut entendre les enfants demander « C'est vrai qu'il a sauvé son maître ?» Et on leur répond toujours avec le même sourire « Non, il a sauvé bien plus que ça, il a ramené l'espoir. » Et chaque année, le 14 mars, une petite cérémonie a lieu sous le chêne. On y lit des lettres, on y raconte des histoires. Et au centre, un jeune chien nouvellement arrivé écoute, la tête penchée, comme s'il comprenait tout. Parce que, d'une certaine manière, l'esprit de Ranger veille encore. Pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence, invisible, indélébile, toujours là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de rebondissements.